Dans l'actualité des idées aujourd'hui, la laïcité, une histoire millénaire. On en parle avec notre invité, Jean-François Colosimo, historien, éditeur et essayiste. On le recevait il y a 2 ans pour Aveuglement, religion, guerre et civilisation. Le patron des éditions du Cerf revient aujourd'hui avec La religion française, 1000 ans de laïcité, une histoire des relations que la France entretient avec sa laïcité. Et une forme de mise au point pour celui qui entend suspendre le brouhaha que suscitent les mots de France, religion, laïcité, pour celui qui entend ramener à un zéro égalitaire les habituels camps en présence. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Voilà, donc vous, l'anticonformiste, vous vous faites arbitre dans cet ouvrage, c'est cela? J'essaie, en tout cas, ce que j'ai voulu montrer, c'est que, au lieu d'être dans l'instantanéité des passions, il y a des passions politiques, elles sont normales et naturelles, mais à un moment, il faut quand même que ces passions s'équilibrent dans un vrai projet, n'est-ce pas? Et ce mot laïcité, c'est devenu un mot valise. Hein. D'ailleurs, on n'arrête pas de le qualifier de façon complètement contradictoire. Un coup, elle est ouverte, un coup, elle est fermée, un coup, elle est tolérante, un coup, elle est intransigeante, un coup, elle est positive, un coup, elle est pacifiée, un coup, elle est agressive et militante. Alors, je crois que c'est parce qu'on a un peu perdu le fil de l'histoire. Et je me suis dit qu'il fallait refaire de l'histoire parce que sur l'histoire, on pouvait débattre, on pouvait examiner des objets qui ont été constitutifs, au fond, de cette fameuse histoire de laïcité, 1905, bien que la loi de 1905, ça soit une loi de séparation. Il n'y a pas une fois le mot laïque ou laïcité dedans. C'est un mot qui apparaît en 1880, n'est-ce pas? Mais je me suis dit qu'il fallait fouiller plus loin dans cette histoire de France. Est-ce que finalement, on n'a pas toujours eu, on n'a pas essayé de cultiver un rapport entre le spirituel, le temporel, le religieux et le politique, qui sont mes grandes questions? Est-ce qu'on n'a pas essayé de tisser un rapport qui avait quelque chose de parfaitement singulier et qu'on a fini par baptiser de ce nom laïcité, qui est venue assez tard, mais la réalité, il se pourrait qu'elle soit bien plus antérieure. Il faut regarder dans le temps long. Alors, en remontant le fil de l'histoire, est-ce que vous auriez tendance à dire aujourd'hui que cette laïcité, elle est un peu tout ça à la fois, tout ce que vous avez, toutes les étiquettes, les qualificatifs qu'on lui attache ou accole habituellement, est-ce qu'ils sont tous plus ou moins justes? Et donc de dire que tous ces deux camps en présence, ceux qu'on a l'habitude de désigner par les partisans d'une laïcité ouverte ou au contraire les défenseurs d'une laïcité, comment dit-on déjà? Pas fermée, mais intransigeante, voilà. Est-ce que vous diriez que derrière ces deux conceptions de la laïcité, il y a des couleurs bien particulières qui sont défendues et peut-être d'autres intérêts? Ce mot valise, il est devenu en fait comme France, nation, l'objet de toutes sortes d'instrumentalisation. Alors on va être clair, on va aller tout de suite aux faits, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on voit que la droite extrême ou l'extrême droite qu'on avait connue plutôt dévote par le passé, ou parfois païenne d'ailleurs, hein. Souvenons-nous qu'il y avait ces deux courants, d'un coup elle se découvre laïque, n'est-ce pas? Bon, alors, cet emploi du mot laïcité chez elle, ça signifie quoi, tout simplement? Ça signifie vouloir antagoniser principalement les Français musulmans et les Français non musulmans, et essayer comme ça, en fait, de polariser complètement le débat à son profit. C'est une instrumentalisation. Il y en a une autre dans une certaine extrême gauche qui trouve en quelque sorte dans cette question, parce que tout ça, évidemment, tourne beaucoup à tort, d'ailleurs, parce que la question est beaucoup plus large, est infiniment plus large, autour de la question de l'islam de France. À gauche, on voit une substitution, de quelque sorte, d'un nouveau peuple, et on est assez indifférent, finalement, aux questions universelles, conditions de la femme, ou des femmes, régime de neutralité, ou même parfois des questions plus graves, comme un certain antisémitisme, n'est-ce pas, nouveau, qui se développe dans certains milieux. Donc là-dessus, là aussi, il y a une différence. Les élus de droite et de gauche de gouvernement, ils ont depuis longtemps renoncé à cette question, et en fait, ce qu'ils cherchent souvent, c'est la paix sociale ou des gains électoraux au profit d'une forme, je dirais, d'ignorance. Donc, en fait, on voit qu'il y a une extinction politique sur un sujet qui a été majeur. Majeur sous la Troisième République, mais bien avant aussi. Majeur sous Louis XIV, majeur sous Philippe le Bel, majeur pour Robespierre, par exemple, n'est-ce pas? Donc, on voit que là, on est en fait un peu dans un climat d'atténuation et de grave instrumentalisation. Sortons de ça. Pour sortir de ça, essayons de voir comment en fait ce pays s'est construit dans un rapport au religieux qui a donné ce que j'appelle moi cette religion française. Alors, le livre, c'est pas la religion de la France, genre on va faire de la France un objet de vénération, on va l'aduler. C'est pas non plus qu'il y aurait une religion française qui s'appelle la laïcité. La laïcité, c'est pas une religion de substitution.
c'est une manière de mettre à La laïcité, c'est distance. pas notre religion française. Hein? La laïcité, c'est pas notre religion. Non, c'est pas une religion, c'est une manière de mettre à distance le religieux et le politique, de créer une espèce de no man's land démilitarisé, comme lorsqu'il y a des zones conflictuelles, on met des casques bleus. Voilà, la laïcité, c'est une sorte de casque bleu qui dit suffit les accrochages, suffit les conflits, suffit les immixtions. N'est-ce pas? Il y a une zone, ça s'appelle l'espace public, ça s'appelle le débat public, dans laquelle on n'entre pas armé, c'est-à-dire on n'entre pas en agitant ses croyances, ou d'ailleurs ses incroyances. On rentre dans cet espace de manière à, en fait, interagir sur des choses de raison commune, sur ce qui nous fait vivre ensemble, et pour ça, on y rentre comme des citoyens, dans l'égalité, et non pas comme les représentants de communautés qui, dans le cas de leur religion, sont confessionnelles, mais peuvent être d'autres communautés, d'autres types. On y rentre comme un sujet politique qui est en échange avec d'autres sujets politiques, dans une fonction d'égalité. Et pour ça, il faut qu'on trouve une langue commune. Alors, cette langue commune, c'est la laïcité. Comme vous parlez vite et de manière très passionnée, prenez juste 2 secondes pour nous redire qu'est-ce qu'une religion pour vous, Jean-François Colosimo, et du même coup nous expliquer ce titre, la religion française. Alors écoutez, le mot religion, je vais essayer de parler beaucoup plus lentement. Le mot religion, c'est un mot qui prend un sens très particulier à partir du XIXe siècle, celui que vous et moi on lui attribue, à savoir un système de croyances, de rites, auquel système on adhère de manière un peu inconditionnelle, et qui d'ailleurs va conditionner un peu toute votre forme de vie, n'est-ce pas? Bon. C'est une signification très récente. Chez les Romains, la religio, c'est le culte civil, c'est la religion civile, c'est le culte que l'Empire se rend à lui-même. C'est l'État souverain, ce sont les temples homologués, ce sont les dévotions dans le cadre des fraternités, des fratries ou des foyers. Et en fait, c'est la manière de célébrer le collectif. C'est ça qui est important à bien comprendre. Et donc, cette religion civile, cette religio, elle s'oppose à la superstition. Dans le cadre de Rome, de la Rome antique, vous pouvez croire à peu près ce que vous voulez. Vous savez qu'à Rome, il y avait les mystères d'Isis, d'Osiris, Mitra, tous les cultes de l'Empire se retrouvaient à Rome. Vous pouviez faire ce que vous voulez tant que votre propre croyance n'enfreignait pas cette solidarité fondamentale qui fait que, en fait, la religio, c'est ce qui permet à la fois de dire qu'on est un ensemble qui a des représentations symboliques certainement invisibles, mais qui nous unissent, qui nous permettent de nous transmettre et parfois de nous mobiliser. Vous voyez? Donc la religio, c'est l'inconscient du politique. C'est l'inconscient symbolique du politique qui travaille. Le politique, d'ailleurs, comme un inconscient. Hein. Donc, par exemple, la Troisième République, elle s'est survécue à travers l'apocalypse de 1914-1918 pour la patrie. Tous nos cimetières sont terriblement ornés de ces plaques mortuaires où on voit des familles entières défiler. Ça a été l'hécatombe, vous savez, terrible. La patrie reconnaissante. Bon, on peut faire de la patrie, de la République, de l'État. C'est ce qui est arrivé après Dieu. Il y a eu Dieu, puis après il y a eu tous ces grands invisibles à majuscules, et qui font que les gens ont l'impression de vivre ensemble au nom d'une certaine réalité qui les transcende et qui fait leur bien vivre. Donc la France, on peut dire, n'est pas religieuse en tant que telle. Non. Non. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience religieuse qu'elle a pu faire et comment ça a influencé, nourri aussi la nation qu'elle est aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est l'histoire. Moi, évidemment, je rejette un peu les généalogies mythiques. Vous savez, Vercingétorix, c'était plutôt les républicains sur la République parce qu'ils trouvaient qu'un chef païen, c'était formidable, même s'il avait été vaincu. Les catholiques, de leur côté, favorisaient Clovis, le roi converti. Bon, la France, elle commence véritablement comme un projet avec l'élection du Capet, et très vite, ce petit royaume, au départ tout petit, se confronte à un problème. C'est qu'en Europe, d'un côté, il y a le pape et l'empereur. C'est l'héritage de Rome. L'empereur veut assujettir les princes. Le pape aussi. Et la France va dire non aux deux. Donc c'est une expérience de liberté, de souveraineté. Mais le pape, c'est le pape quand même. Comment est-ce qu'on fait avec le pape ? Compliqué. Alors, il y a le fait que l'empereur, lui, va essayer de se soumettre au pape, puis après va se révolter. Et puis il y a le fait que plus tard, avec la réforme, le protestantisme, tous les chefs d'État dans le nord de l'Europe vont devenir des chefs d'Église. Le roi de France, il ne veut pas devenir chef d'Église. C'est un principe qui va se transmettre à la République.
Il reconnaît que le pape s'occupe du spirituel. Mais il lui dit, ok, vous vous occupez du spirituel, mais nous, on va quand même contrôler les effets du spirituel dans le temporel, parce que c'est notre responsabilité. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la France, c'est un mot un peu curieux, mais on va le dire, elle va en fait absorber la pontificalisation du pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain pontife à Rome, d'abord il est autoréférent, c'est lui qui décide pour lui-même. Le roi de France va décider pour lui-même. Et plus tard le président de la République. Le pontife, il a un clergé. La France va se doter d'un clergé. Non plus profane, non plus sacré, mais profane. C'est la grande administration française. On appelle ça des clercs. Comme il y a des ministres du culte, il va y avoir des ministres du gouvernement. Ils ont aussi une vocation. Ils sont censés servir le bien public. Ils sont censés se sacrifier et sacrifier leur individualité au bien public. Et puis, le pape, il dispose d'un droit particulier, le droit canon, qui est le droit de l'Église. Il est le seul à l'administrer. La France va créer, ça va être une horreur pour les pays anglo-saxons plus tard, une justice administrative qui juge des affaires de l'État à part de la justice civile. Parce que l'État considère que même qu'en tirant la justice sur lui-même, il continue à faire de la politique. Et puis surtout, cette Rome, non plus des Césars, mais des papes, elle se veut universelle. Elle considère qu'elle a une mission pour le monde entier. La France va aussi considérer qu'elle a une mission pour le monde entier. Et c'est comme ça qu'on va se dépatouiller du problème. Et à partir de ce moment-là, on va dire, voilà, le spirituel, c'est le spirituel. Le temporel, c'est le temporel. Le problème, c'est tout ce qui est mixte, le domaine mixte entre le spirituel et le temporel. Parce qu'il y a des dispositions spirituelles qui affectent le temporel. Et là, le pouvoir, il n'est pas religieux, il est politique. Parce qu'il faut bien faire vivre les gens ensemble. Parce que toute religion, là au sens de croyance, a un pouvoir d'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Et un pouvoir de répression de tout ce qui n'est pas elle. Et un pouvoir de domination sur ses fidèles, qui fait qu'ils peuvent devenir tout à fait étrangers à la communauté historique dans laquelle ils s'inscrivent. Ça s'appelle le sectarisme. Et donc là-dessus, il va y avoir une politique constante, alors avec des hauts et des bas, avec des excès terribles, des cruautés parfois tout à fait regrettables et qu'on ne peut pas endosser, mais il va y avoir une continuité. Et de ce point de vue-là, il ne faut pas voir l'histoire de France séparée. La République, qui est un mot d'ailleurs qu'utilisent beaucoup les légistes de la royauté, ils disent la France c'est une res publica, c'est un bien commun. C'est pour ça que même le roi, il n'est pas le propriétaire, il est le dépositaire, n'est-ce pas? Bon, c'est une histoire singulière. Ni le pape, ni l'empereur, aucun pouvoir, la liberté, la souveraineté et l'extinction des mauvaises passions idolâtriques, des passions qui pourraient dévorer de l'intérieur le corps, qui pourraient en fait créer quoi? Ce phénomène contre lequel la France va s'édifier en permanence, dans lequel elle va sombrer souvent, la guerre civile. Et là, l'expérience des guerres de religion va être décisive. En quoi? Elle va être décisive parce que l'Europe est partagée en deux. Il y a la réforme est née. On laisse de côté le génie de la réforme, la Bible, la foi, qui sont des choses tout à fait passionnantes. Mais la réforme, comme le catholicisme, c'est aussi un projet politique. Les princes du Nord se rebellent contre le pape et l'empereur. Ils créent des églises dont ils sont les maîtres. Fusion du spirituel et du temporel. Henri VIII, le roi d'Angleterre, c'est en même temps le chef de l'église anglicane. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même un truc qu'on n'a jamais fait nous. Et au contraire, plus le Nord devient protestant, plus le Sud devient catholique. On chasse les catholiques au Nord, on chasse les protestants au Sud. Et la France, ça va être le seul pays qui va essayer. Ça va pas très bien marcher, mais il y a quand même y avoir l'édit de Nantes avant qu'il soit révoqué. C'est le seul pays qui va essayer de dire on va faire vivre les protestants et les catholiques ensemble. Partout ailleurs, c'est l'un ou l'autre. Hein. Et puis, ceux qui n'en sont pas, on les met dehors. Et là, on va dire, on va essayer. On va essayer. Et essayer de les faire vivre ensemble, c'est déjà pour l'État essayer de s'affranchir de cette domination du religieux. Absolument. C'est d'être l'arbitre. Au-dessus. Voilà. Comme vous aujourd'hui autour de cette table. Ouais. Dans les batailles autour de la laïcité. C'est ça. L'État est au-dessus, il déclare qu'il est neutre. Il dit soyez catholiques comme vous avez envie, soyez protestants comme vous en avez envie, mais on ne va pas faire une politique comme vous le voulez, parce que notre politique, elle doit vous permettre de vivre ensemble. Mais alors du coup, à quel rôle, à quelle fonction l'État va cantonner les religions, les cultes? En fait, c'est déjà le cas très tôt, sous Philippe le Bel. Vous savez, Philippe le Bel, les États généraux, les États généraux qui vont faire 1789, c'est lui qui les crée et les invente. Il écrit les invente pour que tous les ordres soient représentés, donc le clergé, la noblesse, mais il veut aussi que le peuple soit là présent.
Les premiers états généraux qu'il réunit, c'est pour faire condamner comme hérétique le pape. Parce qu'il faut quand même savoir que sur une quarantaine de rois capétiens, il y en a quand même 32 qui ont été excommuniés par Rome. Et pas pour des raisons morales, pour des raisons politiques, parce qu'ils disaient au pape, stop, vous n'intervenez pas dans nos affaires. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est l'État qui va endosser ce travail en disant, finalement, par exemple, à Rome, c'est déjà sous François Ier, ça revient sous Louis XIV, ça va revenir en 1907, en disant, à Rome, vous nommez les évêques, mais c'est nous qui les instaurons. Pourquoi? Parce que nous devons avoir un droit de regard. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays en Europe qui pense à ça et qui le réalise. C'est-à-dire, oui, administrez vos affaires religieuses, mais nous, on administre encore une fois les effets du religieux dans l'épaisseur historique. Voilà, la singularité de la relation de l'État et de l'Église en France naît de cette histoire-là. Le mot de laïcité, lui aussi, il a une histoire millénaire qui ne commence pas en 1905, écrivez-vous, qui ne date pas non plus de 1789. Cette histoire est bien plus longue et elle va de pair avec cette relation que l'État va tisser avec le religieux, de cette séparation entre le spirituel et le temporel. 2019, on y revient néanmoins, Jean-François Colosimo, avec la définition, ou plutôt la vision qu'Emmanuel Macron, actuel président, a donnée de la laïcité dans le grand débat des idées au début de l'année. Moi, ma vision est claire, c'est 1905 et rien que 1905. La laïcité n'a pas d'adjectif qu'on doit lui accoler. Moi, je ne lui en ai pas accolé. Mais je n'en ai jamais fait non plus une forme de religion de la République contre une autre. La laïcité, c'est, j'ai toujours dit, tel que je le vois, un principe de la République qui assure la liberté de chacun et la protège. Et donc permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de le faire librement, et n'a à s'immiscer dans la vie d'aucune religion. S'en décline évidemment la neutralité des services publics, et de ce fait, elle est un cadre. La difficulté qu'on a, c'est qu'on met derrière la laïcité des peurs qui ne sont pas directement liées à ce principe, et qu'on met la peur de l'immigration, parfois la peur de l'autre tout court, et la volonté d'imposer un modèle qu'on verrait comme dominant par rapport à un autre. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, je ne souhaite pas qu'on change la loi de 1905 et ce qu'elle représente et ce qu'elle permet de préserver. Alors voilà, si on met de côté les peurs, notamment la peur de l'immigration, la peur tout court, comme dit le président de la République, et qu'on va à l'os ou à l'essence de la laïcité, est-ce que cette définition du président de la République, si on en revient au principe, vous semble juste? Alors, je pense que le président, comme à son habitude, a de très bons discours dont on ne voit pas toujours les effets, quoi. Qu'est-ce qu'il entend là, dans cette définition du rôle de l'État? Il tient à rassurer, lui, sur le fait qu'il ne va pas toucher à 1905, bien qu'il veuille aménager 1905 sur le problème, en fait, à la fois... c'est un problème très technique. Beaucoup de communautés religieuses aujourd'hui sont enregistrées sur la loi 1901 associative et non pas sur la loi 1905, ce qui fait que, en fait, elles échappent, en quelque sorte, malgré tout, simplement au panorama de l'État. Deuxièmement, il y a des problèmes de financement de manière à nationaliser, en quelque sorte, pas mal de communautés qui reçoivent beaucoup d'argent de l'étranger. Il n'y a pas que les communautés musulmanes, il y a des communautés évangéliques, inspirées aussi de l'Amérique, qui posent aussi une véritable question. Donc ces deux groupes posent une question. Pourquoi? Parce qu'ils ont, dans leur culture, un rapport entre le politique et le religieux qui n'est pas celui de la France. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vrai aussi des évangéliques qui voudraient que l'on parle de créationnisme à l'école, n'est-ce pas? Vous voyez, donc on a des problèmes qui sont très divers. Et puis tout le paysage religieux a changé depuis l'année où je suis né, 1960. Le judaïsme a eu l'apport des séfarades, alors que c'était un judaïsme essentiellement ashkénaze en France. L'Église catholique a vécu la révolution de Vatican II, ensuite le schisme Lefebvre, ensuite les mouvements charismatiques. Le protestantisme, le vieux protestantisme français, qui était calviniste et luthérien, a enregistré aussi l'arrivée des pentecôtistes, etc.
tout le paysage religieux, et le paysage religieux mondial. Il ne faut pas faire d'obsession. Non, mais c'est là où vous dites quand même que le développement de l'islam en France, dans cette histoire longue que vous retracez, Jean-François Cosimo, va quand même perturber le paysage actuel. Totalement. Rien C'est parce que 1989. depuis autant d'années, de siècles, la France se définit, l'État se définit par rapport à l'Église. Absolument, parce que quand on dit l'État, c'est l'État français, quand on dit l'Église, c'est l'Église catholique. C'est pas un truc complètement abstrait, c'est pas un schéma géométrique. Et c'est une histoire très pulsionnelle, très Donc ça passionnelle. pose de nouvelles questions. Bien sûr que ça pose une question nouvellement radicale. Pourquoi ? Parce qu'on se confronte là à un rapport entre religion et politique qui non seulement n'est pas le nôtre, traditionnellement, historiquement, celui qui a défini le cadre, mais qui en plus pose une véritable question, c'est de savoir deux choses. Jusqu'à quel point il est convertible, ce qu'on souhaite, et jusqu'à quel point il n'est pas finalement antagonique, ce qui est une question. Bon, alors cette question, il faut le dire, ce sont nos compatriotes musulmans français qui en ont la première réponse. C'est quand même ça qu'il faut bien comprendre, puisque ce n'est pas un rapport non plus, je dirais, intérieur-extérieur. C'est un rapport intérieur. Mais en même temps, c'est un rapport qui se joue dans la globalisation. Et avec un monde musulman qui est en complète éruption, justement, sur le religieux et le politique. Donc c'est une question essentielle. Ce n'est pas une question essentielle pour la sécurité publique, ou pour la sûreté publique, ou pour l'image qu'on se fait de nous-mêmes. C'est une question essentielle aussi parce que les musulmans de France pourraient, comme les catholiques l'ont fait précédemment, comme les juifs l'ont fait précédemment, comme les protestants l'ont fait précédemment, parce qu'ils ont eu cette pression de l'État, ils ont développé une liberté théologique qui a eu aussi beaucoup d'influence sur les catholiques, les juifs et les protestants du reste du monde. Donc c'est un peu aussi la vocation universelle de la France. Maintenant, mais l'État doit quand même aussi se positionner. Et il doit se positionner. Doit aussi apporter des réponses, si vous voulez bien. Oui. Ce que je redoute dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un discours qui pose des principes, mais qui sera sans effet. On est d'accord. Donc c'est ça mon problème par rapport à son discours. Son discours, par ailleurs, il est parfait, etc. Pourquoi ? Parce que la loi de 1905, qui est une loi d'apaisement, c'est une loi de divorce à l'amiable. L'Église voulait être l'État, l'État voulait être l'Église. À la fin, on dit, bon, stop, c'est une loi d'apaisement. Et d'ailleurs, qui met de côté les plus cléricaux et les plus anticléricaux. Mais cette loi d'apaisement, elle est effectivement, comme il le dit très bien Emmanuel Macron, c'est une loi qui donne la liberté de la croyance comme de l'incroyance. Mais aujourd'hui, la laïcité, elle n'est pas interprétée comme ça. La plupart des groupes religieux en France interprètent la laïcité comme un moyen, non pas d'avoir le droit à la croyance ou à l'incroyance, mais comme le droit à gagner plus de droits particuliers. C'est là où il y a une mauvaise interprétation. C'est là où ça ne va plus. Parce que la laïcité, sinon, dans ses principes, elle est ultra simple. Si vous me permettez, il y a trop. Et l'État, il s'en sert comment aujourd'hui ? Est-ce qu'il s'en sert encore pour essayer de neutraliser le religieux ? Non, parce que si vous voulez, quand on regarde dans l'histoire de France ces violences, les protestants ont vécu des violences inouïes en tant que minorité qui était suspectée d'être liée à l'étranger et qui était suspectée d'être séditieuse. Les juifs ont vécu une violence symbolique importante. L'émancipation, ça n'est pas qu'une promenade. Parce que l'émancipation, c'est sortir de son cadre de vie traditionnel et être projeté dans la citoyenneté. C'est une violence auquel le judaïsme français a répondu avec beaucoup d'intelligence par ce qu'on appelait le franco-judaïsme, une floraison intellectuelle énorme. Les catholiques, ils ont subi les expulsions des congrégations, c'est la dernière partie de l'affaire. Ça a été violent, il y a eu des morts. En 1905, 6, 7, il y a eu des morts encore lorsque les gendarmes voulaient s'emparer des tabernacles et que des gens résistaient. Donc, quand on dit que la laïcité est neutre, c'est parce que l'État a exercé une forme de neutralisation sur les religions. C'est-à-dire, il leur a dit, OK, vous existez, mais vous allez vous dépolitiser, vous démilitariser, et vous allez vous démilitantiser, si je puis dire. C'est-à-dire, vous allez vivre votre foi dans la verticalité, et vous n'allez pas chercher à accaparer une part de mon pouvoir à moi, l'État, qui est un pouvoir de régulation. Donc, je vais d'abord vous neutraliser pour vous apprendre la neutralité. Qu'est-ce qu'il revient à l'État aujourd'hui de dire ou de ne pas dire ? Vous parliez d'apporter un peu de paix sociale, de suspendre le brouhaha actuel. On va quand même peut-être en repasser par la controverse pour y arriver. Celle qui est actuelle sur le port du voile, relançant une fois encore, elle aussi, le débat sur la laïcité, celui de l'accompagnatrice, la controverse de l'accompagnatrice voilée d'un groupe d'enfants assistant à une assemblée du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le président du groupe RN, vous l'avez sûrement entendu, a demandé à ce que cette accompagnatrice, cette mère, retire son voile. Interrogé sur ce point, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé ce que prévoit la loi, puis est allé un peu au-delà quand même, en disant sur BFM TV ce qui lui semblait souhaitable ou pas.
Il y a quelque chose de très clair dans ce que nous avons dit. C'est la loi n'interdit pas cela. Par contre, en effet, on peut inciter localement à ce que ça ne soit pas le cas, notamment par le travail d'explication qui doit se passer dans la lignée de ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal d'avoir un dialogue avec les parents d'élèves, d'expliquer à une maman qu'on préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie, mais après, elle en a le droit. Pourquoi vous préférez qu'elle ne le mette pas? Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. C'est pas quelque chose à encourager, c'est pas quelque chose d'interdit, mais c'est pas non plus quelque chose à encourager. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Après, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Heureusement, on a une société de liberté où on peut aussi se vêtir comme on le veut, etc. Voilà, je fais un peu en accéléré la suite de l'histoire. Interrogé ce matin chez nos confrères de France Inter, Jean-Michel Blanquer a maintenu cette position, estimant qu'il ne se laisserait pas impressionner par ceux qui défendent des thèses communautaristes. On sait qu'Aurélien Taché, député de la majorité, a comparé ses propos aux idées du Rassemblement national. Et dans Le Monde, aujourd'hui, une tribune de 80 personnalités de la recherche, de la culture demande à Emmanuel Macron de condamner cette agression verbale de l'accompagnatrice scolaire voilée, ciblant aussi, et une fois encore, les propos de Jean-Michel Blanquer, parlant d'une stigmatisation des musulmans au nom de la laïcité, évoquant le port du voile, selon Jean-Michel Blanquer, qui serait assimilé par Jean-Michel Blanquer comme un prosélytisme, une stigmatisation, disent les auteurs de cette tribune, assumée au plus haut niveau de l'État, là où la laïcité impliquerait de la neutralité. Est-ce que c'est aussi ce que vous entendez, vous, Jean-François Colosimo, dans ces propos de Jean-Michel Blanquer? Je dois dire que le propos du ministre de l'Éducation nationale, cette éducation qui est un véritable lieu de combat pour la laïcité, me paraît tout à fait raisonnable. Évidemment, la République n'a pas à manquer de générosité. Lorsqu'on accueille des populations et des femmes qui ont l'habitude de porter ce voile pour des raisons traditionnelles, il ne s'agit pas de les expulser, il ne s'agit pas de les forcer, il ne s'agit pas de les contraindre. La violence ne saurait être une solution. Mais il n'y a pas que le voile. Il y a l'envoilement. Parce qu'on sait que ce voile est aussi utilisé comme un symbole de ralliement politique par l'islamisme, n'est-ce pas? Et qui correspond aussi à une forme de marquage social qui concerne les femmes. Voilà, la question du voile, pour bien la comprendre, il ne faut pas la discuter en France, même avec nos chers universitaires. Il faut poser la question à toutes les femmes dans la vingtaine de pays musulmans, à majorité musulmane, qui appliquent la charia. Il faut la poser aux femmes qui, elles, se sentent contraintes d'être voilées. C'est ça le véritable problème, n'inversons pas les questions. Vous voyez ? En même temps, je pense qu'il faut évidemment traiter les gens avec générosité. La République doit être généreuse. Dire ce n'est pas souhaitable, en disant ça n'est pas interdit, mais ça n'est pas souhaitable, ça pose la véritable question. Je suggère même d'ailleurs au ministre de penser au fait que ce qui caractérise les sociétés, il y a un grand facteur qui caractérise les sociétés, c'est si elles sont endogames ou exogames. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de se marier ou de s'unir en dehors de son groupe originel, ou est-ce qu'on est obligé de s'unir dans son groupe de départ et de le reproduire, ce groupe? Vous voyez? Donc, dans cette idée du voile, il y a quand même l'idée aussi de rendre les femmes, je suis désolé de le dire, mais captives d'un rôle de reproduction sociale qui est très très fort. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'est bâti? Non. Bon, là, c'est encore ce débat sur le voile qui est lui aussi tout aussi épineuse. La question, c'est effectivement la position des responsables, des élus, sur une question comme celle-ci. Cette femme n'aurait pas dû entrer avec son voile, pour vous, dans le conseil régional? Je n'en sais rien. Je pense que le député RN a aussi saisi l'occasion pour jeter un trouble de plus qui va atterrir devant le Conseil d'État, qui va devoir trancher à partir d'événements microscopiques, de grandes questions générales. Je pense qu'on s'y prend très très mal de tous les côtés. La vérité, c'est que tout l'appareil d'État, éducatif pour commencer, s'est effondré et ne fait pas aspirer à l'idéal républicain. Donc il y a beaucoup de choses à reconstruire. On ne peut pas simplement isoler la laïcité de la vie générale. La laïcité, elle tient en 3 points, pour résumer très simple. Le premier, c'est que vous n'êtes pas représenté par votre chef communautaire. Vous existez en tant que citoyen, citoyenne face à l'État. Et personne ne peut vous administrer une loi différente que la loi égalitaire de la République qui s'étend sur tout le territoire. Et ça vaut aussi pour les catholiques qui interviennent dans le débat public, les catholiques de la Manif pour tous, absolument, des questions comme la GPA. Absolument. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas intervenir dans le débat public avec des arguments de révélation en disant « Dieu m'a dit hier soir que, je ne sais pas... X, Y, Z. Vous devez y intervenir avec des arguments de raison commune.
C'est pour ça que d'ailleurs, l'épiscopat catholique, lorsqu'il intervient par exemple sur ces questions de GPA, etc., invoque comme argument la non-marchandisation du corps, question sur laquelle d'éminents penseurs de gauche peuvent se retrouver d'ailleurs. Il faut arriver à dire les choses de manière commune, acceptable pour débattre, non pas d'arguments de révélation, de raisons communes. La troisième chose, c'est que les signes religieux n'entrent pas dans l'espace public. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils entrent dans l'espace public, ils deviennent des signes politiques. Et que ce sont en plus des signes politiques extrêmes qui catalysent beaucoup de violence, beaucoup de peur. Là, Macron a raison. Et qui, en fait, dégagent aussi des climats d'hostilité qui ne sont pas favorables au règlement des grandes questions qu'il y a derrière tout ça. Voilà, ça c'est votre règle de 3 sur la laïcité, Jean-François Colosimo. C'est simple. Vous dédiez d'ailleurs ce livre à tous ceux qui n'ont pas renoncé aux serviteurs réels de la chose publique, magistrats, enseignants, bibliothécaires, médecins, infirmiers, désabusés par les politiques prétendument publiques et pourtant fidèles à leur vocation et qui ne se prennent pas pour des héros. Vous le dédiez aussi aux ministres du culte, aux prêtres, aux pasteurs, aux rabbins, aux imams, les derniers à côtoyer la misère humaine sans se prendre pour des saints. Il y a en parallèle, et c'est juste, je ne pense pas qu'on aura le temps d'en écouter un extrait, mais intéressant de terminer avec la Turquie, à laquelle vous consacrez un documentaire réalisé avec Nicolas Glimois, qui sera diffusé mardi 29 sur Arte, Turquie, nation impossible, où vous revenez, à partir de Mustafa Kemal Atatürk, sur la laïcité à la turque. En quoi est-elle si singulière par rapport à cette laïcité française qu'on vient de raconter depuis une demi-heure ? L'aventure de la Turquie moderne, qui est née dans une angoisse terrible de survie face à l'Empire ottoman, à la destruction de l'Empire ottoman, ça a été de construire en fait un citoyen, pour le coup, là, unique, mais c'est une fabrique nationaliste, qui s'est établie sur l'éradication de toutes les différences et de toutes les dissidences. Les Arméniens, les Grecs, les Juifs, et puis ensuite, aujourd'hui, les Alévis, qui sont des musulmans spécifiques, les Kurdes, qui ne sont pas des Turcs, mais qui sont aussi des musulmans. Et donc, on voit qu'il y a une fabrique folle. Cette fabrique folle, avec Atatürk et Erdogan, qu'il ne faut pas opposer, ce sont deux frères ennemis. Avec Atatürk, on a dit le carburant, ça va être 0% de religion. Comme ça n'a pas marché, est arrivé Erdogan qui se prend pour Atatürk et qui dit ça va être avec 100% de religion. Mais vous voyez, ce n'est pas le modèle français. Le modèle français, c'est que le fait religieux a le droit d'exister, mais qu'il ne doit pas penser que c'est lui qui fait la loi. Parce que la loi, elle doit être la loi pour tous. En France, ce ne sont pas les religions qui font la loi, c'est l'État, parce que l'État apporte la garantie de sa neutralité et de sa volonté de servir le bien commun, la chose publique, la République, au sens véritablement de cet espace que nous pouvons tous habiter justement sans peur et sans crainte. Atatürk, c'était « Nous sommes tous turcs, nous sommes tous musulmans, nous pouvons donc tous devenir laïcs ». Absolument. Voilà. Deux laïcités, deux histoires de deux laïcités. L'une que vous racontez donc dans ce documentaire, Turquie, nation impossible, diffusé mardi 29 sur Arte, et l'autre dans ce livre, La religion française, 1000 ans de laïcité. Ça paraît aux éditions du Cerf, les éditions que vous dirigez. Merci Jean-François Colosimo. Merci Olivier. Et merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Éric Lancien qui a réalisé cette émission, à Maya Neskovic qui l'a programmée, avec Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture. Merci aussi à Laura Dutèche-Pérez et à Sophie-Catherine Gallet qui ont préparé cette émission avec l'aide très précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. À la technique aujourd'hui, c'était Alex Dang. Très bel après-midi à tous sur France Culture.